Alors, dans la deuxième partie de cette conférence au Cégep de Maisonneuve, Bernard, j'aimerais qu'on aborde un sujet très intéressant puisque c'est celui du savoir et de son application concrète. Je distingue personnellement trois sortes de savoir. Le savoir à proprement parler, le savoir-vivre et le savoir qui serait au niveau de l'action, qui serait exprimé au niveau de l'action. Est-ce que vous faites un lien entre ces trois savoirs? Est-ce qu'il y a une priorité ou une étape évolutive entre ces trois savoirs? Oui, il y a une relation entre les trois savoirs, seulement que il y a une sorte de savoir qui est purement vibratoire, qui n'est pas psychologique, qui n'est pas mémoriel, qui se sert du psychologique ou qui se sert du mémoriel pour donner à ces deux aspects un comportement quelconque créatif sur le plan de la vie. Et c'est ce troisième savoir, ce nouveau savoir qui fait partie de l'évolution, par exemple de la conscience supramentale sur la Terre, qui va permettre à l'homme de bien intégrer les deux autres. Si l'homme possède simplement un savoir d'expérience, s'il possède simplement un savoir mémoriel, s'il possède simplement un savoir qui fait partie de l'actualisation en lui de mécanismes d'attitude. Ce savoir-là n'est pas suffisant parce qu'il n'est pas intégré aux forces de vie. Pour que l'homme puisse vivre sur une planète et bénéficier parfaitement de ses savoirs, de ses différents niveaux de savoir, il faut que ces niveaux de savoir soient intégrés. Et pour qu'ils soient intégrés, il faut que sa vibration, son énergie créative, cette partie de lui qui n'a pas été encore touchée, qui n'a pas été encore éveillée, il faut que cette énergie puisse transpirer à travers les autres niveaux de ces savoirs et donner à ces savoirs des valeurs qui sont réelles. Ça deviendrait à ce moment-là le savoir-faire, ce troisième savoir. À ce moment-là, ça devient le savoir-faire, ça devient le savoir créer, ça devient le savoir qui, au lieu d'être expérimental, est instantané, créatif. Il n'est plus existentiel. Il n'est plus assujetti aux lois accidentelles de l'erreur. Il n'est plus assujetti aux lois psychologiques du doute. Il n'est plus assujetti aux lois psychologiques de l'impuissance. C'est un savoir qui est créatif, qui est toujours en puissance dans l'homme. Alors, au départ, il y a le savoir à proprement dit, mais déjà vous faites une nuance. Il y a donc un savoir qui est mémoriel et un savoir qui n'est pas le produit de la mémoire. Est-ce que vous pouvez faire la différence plus en profondeur de ces deux savoirs? Le savoir de l'homme, c'est un savoir mémoriel, à tous les niveaux. Toutes ces connaissances, toutes ces acquisitions. Tout le savoir de l'homme, qu'il soit intérieur ou extérieur, c'est un savoir qui est fondé sur la mémoire, qui est fondé sur des impressions. Alors, les impressions, elles sont bonnes parce qu'elles permettent à l'homme de se constituer ce que l'on pourrait appeler une personnalité égoïque. Et cette personnalité égoïque, elle est bonne, elle est nécessaire, elle fait partie de l'évolution. Et l'homme a toujours vécu avec ce savoir. Cependant, ce savoir, il n'est pas suffisant parce qu'il y a dans l'homme des forces créatives qui n'ont jamais été utilisées. Et elles n'ont pas été utilisées parce que justement, ce savoir mémoriel les bloquait. La grande différence entre le savoir mémoriel et le savoir pur, c'est que le savoir pur, il peut englober le mémoriel. Il peut travailler avec le mémoriel, l'utiliser le mémoriel, le mettre en perspective, le mémoriel. Et à partir de ce moment-là, l'homme peut bénéficier de son savoir. Prenons par exemple le savoir sur le plan de la science, sur le plan de la technologie, et ainsi de suite. Dans un labo, le scientifique, il fait quelque chose. Il étudie, il travaille, il fait des observations, il développe une technique, ensuite il développe une technologie. Mais à partir du moment où son savoir mémoriel devient vitalisé dans le cadre d'une société, où il devient utilisé par les gouvernements, par l'homme, par la société, par des forces sociales, il perd
de sa valeur originale. C'est-à-dire qu'il commence à être pollué. On fera, par exemple, on construira des industries, et de ces industries, qui, sur le plan technique, mathématique, représentent un savoir mémoriel, bien organisé, qui a du sens, on fera des industries qui pollueront nos rivières, qui détruiront nos forêts, qui détruiront la santé des hommes, ainsi de suite. Et souvent, dans certains milieux, pas tellement en Amérique parce qu'il y a des contrôles, mais dans d'autres pays, on verra que ces industries, pour toutes sortes de raisons, qui souvent sont de l'ordre du pouvoir financier, ces industries ne seront pas marquées du sceau de la réprobation de la part des gouvernements. Les officiels iront voir les officiers d'industrie et on dira, bon, écoutez, monsieur, dans la charte, dans notre Constitution, l'industrie doit nettoyer l'environnement, elle doit s'assurer qu'il y ait un équilibre entre elle et l'environnement. Et pourtant, la première chose qui se passe, c'est qu'on va donner au bonhomme, à l'officier du gouvernement, on va lui donner de l'argent, on va dire, on va vous ouvrir un compte en Suisse, et vous ne parlez pas. La nature se pollue, il y a infection, il y a perte de vitalité dans l'écosphère. Alors, ce savoir qui est mémoriel, il n'est pas soutenu par de l'intelligence créative. Si vous aviez un industriel, un scientifique qui travaille à l'intérieur d'une composante mentale, inférieure, mémorielle, mécanisée, mais qui serait supporté par une énergie créative et qu'il verrait l'officier du gouvernement venir vers lui et lui dire, bon, écoutez, il y a quelque chose qui coule dans votre industrie, qui pollue vos lacs, qui pollue vos rivières, il ferait quelque chose. Donc c'est comme il si... n'accepterait pas de donner à l'officiel de l'argent pour ouvrir un compte en Suisse, pour lui ne pas trop dépenser sur la rénovation de son industrie. Et c'est ça le reproche que je fais au savoir involutif de l'homme, au savoir mémoriel, au savoir qui constitue dans le fond, qui constitue le fond de la personnalité humaine. J'ai déjà dit dernièrement dans une de mes conférences que l'homme possède 3 personnalités en potentiel. Il a une fausse personnalité, il a une vraie personnalité, et il possède une personnalité réelle. La personnalité réelle ne peut pas être créée que par la synthèse, la réformation, la transformation des 2 autres. Une personnalité vraie, c'est aussi dangereux qu'une personnalité fausse. Le fanatisme, par exemple. Les gens qui sont fanatiques, ils ont des personnalités vraies, ils croient réellement dans leurs choses, ils sont réellement sincères dans leur affaire. Mais ils peuvent mener les hommes à des actes qui vont contre la nature de l'homme, c'est-à-dire contre l'évolution. Et dans le même cas de la personnalité fausse, il faut qu'il y ait une synthèse chez l'homme. Et cette synthèse qui crée une personnalité réelle ne peut pas être créée qu'à partir d'une intelligence réelle, c'est-à-dire une intelligence qui vibre en dehors du mémoriel, qui se sert du mémoriel pour donner au mémoriel de la vitalité, de la composante créative, au lieu que ce mémoriel soit simplement de la mécanicité ou un produit de l'intellect de l'homme qui peut être facilement séparé de sa réalité, ce qui cause dans notre société toutes sortes de choses. Alors ça revient à dire que ce savoir mémoriel est un petit peu comme... il a la capacité de mettre au monde, l'action c'est au niveau de la genèse de l'action, mais ensuite il n'y a pas de suivi dans le développement de l'action qui prévoit les conséquences. Exactement, exactement, c'est très juste. Le mémoriel met au monde, transforme l'énergie en action, mais il n'y a pas de suivi parce que le mémoriel n'est pas conscient. Le mémoriel, c'est simplement de l'impression. Le mémoriel fait partie des aptitudes psychiques de l'homme, des aptitudes mentales de l'homme. Et si l'homme ne possède pas une force en lui qui est continue, comme la conscience l'est, la conscience c'est continu. La conscience pose un geste aujourd'hui qui va durer des milliers d'années. À ce moment-là, la conscience, elle, peut donner au mémoriel une continuité. Donc, le mémoriel, au lieu de s'éteindre éventuellement dans une catastrophe, il continue à donner à la civilisation, à la société, à la culture, à l'homme, une vitalité qui coïncide avec son organisation, avec sa production, avec sa technologie, et ainsi de suite. Et là, vous avez une belle science humaine, vous avez quelque chose de bien. Est-ce qu'il y a des lois ou des mécanismes de l'action par rapport à l'énergie?
À partir du moment où l'énergie se manifeste, où l'idée va naître, où il y a accouchement d'une idée, après une période de gestation, comment par la suite, suite à l'accouchement de cette idée-là, la conscience va prendre en main le bébé, l'élever, le faire grandir? La conscience, elle travaille d'une très drôle de façon. La conscience, elle a des vues très, très longues. La conscience de l'homme travaille avec le temps. Selon son activité, bon, je donne un exemple, simplement un exemple. Supposons que moi, on me demandait, par exemple, de construire un centre de recherche scientifique. Hein? Et que, bon, pour le but de l'évolution de la science, pour le but de l'évolution de notre civilisation, je dise, bon, ben, disons qu'on va construire un système de téléportation pour que l'homme puisse être dématérialisé dans un espace limité et ensuite reconstruit sur le plan de sa structure atomique dans un autre espace. Ça, sur le plan de la conscience, elle dirait non, pas tout de suite, il faut attendre. Parce que, avec les conditions politiques d'aujourd'hui, la situation polarisée de la politique mondiale, le très haut niveau d'espionnage, la grande tension politique entre les Russes et les Américains, et aussi la Chine, ainsi de suite, malgré que la Chine, c'est pour plus tard, à ce moment-là, la conscience dirait, ou cette intelligence dirait à l'homme, que vous ne pouvez pas travailler sur ce plan tout de suite parce que vous auriez des pays qui enverraient dans d'autres pays les rebuts de leur civilisation. Par exemple, les Russes dématérialiseraient des hommes dans les asiles psychiatriques, ils les enverraient en Amérique. Nous prendrions nos criminels et nous les projetterions dans un autre endroit, sur un autre point géographique du monde. Ce serait réellement une enfreinte totale aux lois politiques, aux frontières, ainsi de suite. Ça créerait un débalancement total dans l'écologie psycho-humaine de notre planète. Ça créerait un désastre. Mais si vous arrivez à un scientifique qui vous lui dites, écoutez, nous avons la science qui puisse donner naissance à une technologie qui puisse dématérialiser l'être humain, ainsi de suite, et que vous mettez ça dans les mains d'une société qui est capable de fabriquer le hardware, comme on dit, à ce moment-là, vous venez automatiquement de créer dans le monde une catastrophe. Alors, pourquoi la science cosmique, la nouvelle civilisation, la nouvelle science ne peut pas devenir active avant un certain temps parce qu'il faut qu'il y ait la création d'un nouvel équilibre après le déséquilibre. Et à ce moment-là, il y aura des choses que l'homme, le scientifique, créatif, conscient pourra créer pour le bénéfice de la civilisation. Parce qu'à ce moment-là, la science ne sera plus contrôlée par des forces polarisées qui sont, dans le fond, les forces mêmes qui constituent la dégradation ou la progression de notre société. Et c'est ça le problème de l'homme, c'est ça le problème de la science. C'est pour ça que je dis souvent à des individus qui sont des scientifiques, qui ont un très, très haut niveau d'intuition, qui sont réellement capables de mettre sur point une nouvelle technologie, je leur dis toujours, si vous faites ceci, si vous travaillez à cette œuvre, vous verrez que d'ici 3, 4, 5 ans, vous serez obligé de laisser tomber parce que les forces sociales voudront s'emparer de ce que vous avez fait, soit le neutraliser parce que ça bouscule l'économie mondiale, ou le neutraliser parce que ça crée un déséquilibre dans la sphère politique. Et c'est à vous de le savoir, de le comprendre, ça. Si l'homme n'est pas suffisamment dans son intelligence créative et qu'il veut se toquer à une intuition, à une capacité d'utiliser son écran mental pour vérifier la scientifisation d'une technologie avec les apports que nous pouvons lui donner aujourd'hui sur le plan technologique, à ce moment-là, il se trouve dans l'eau chaude et éventuellement, il souffre tellement des pressions sur le plan psychologique qui viennent des différents coins du monde qu'il devient paranoïaque et éventuellement, il peut devenir fou. Et moi-même, j'ai eu dans mon expérience à rencontrer des hommes de science qui sont réellement de très grands hommes de science et qui ont, pour et pendant une certaine période de temps, réalisé que, effectivement, la science nouvelle, cette science qui est réellement créative, qui ne vient pas du mémoriel,
qui vient de l'intelligence créative cosmique de l'homme, qui passe à travers le mémoriel et qui se sert du mémoriel ou qui compose un nouveau mémoriel pour l'utilisation de cette énergie, que ces hommes ne sont pas capables de travailler ainsi. Et ils commencent aujourd'hui à le réaliser. Donc toutes les inventions n'auraient pas la même source, la même origine, d'après vous? Il y aurait deux plans? Non, il y a des inventions qui sont déjà... C'est intéressant, cette question. Il y a deux niveaux d'invention. Il y a des inventions qui sont connues et il y a des inventions qui ne sont pas connues sur le plan de ce que nous pouvons appeler l'astral. L'astral, c'est un monde parallèle qui représente la totalité des possibilités créatives planétaires de l'homme. Donc, si vous allez sur ces plans, vous pouvez très bien voir une invention qui sera créée dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais elle viendra dans son temps et elle sera apportée à la Terre par l'expérience d'un homme qui peut connecter à ce taux vibratoire et l'amener sur le plan matériel, parce que tout existe sur les autres plans avant qu'il soit conçu dans la matière. Ça, c'est sur le plan de l'involution. Mais sur le plan de l'évolution, où l'homme ne travaille plus avec l'astral, où il travaille avec le plan mental pur, les connaissances, les sciences ne font pas partie des archives de l'humanité. Elles font partie des archives de d'autres civilisations dans le cosmos, mais elles ne font pas partie des archives de l'humanité. C'est pourquoi un homme qui, par exemple, irait sur le plan astral pour essayer de voir comment se crée, par exemple, un système de téléportation ou comment comment fonctionne, par exemple, ce que vous appelez un ovni, il ne pourrait pas trouver dans l'astral cette science parce qu'elle ne fait pas partie de la substance mentale de l'humanité. Elle fait partie de la substance mentale d'autres civilisations et elle fera partie de la substance mentale de l'homme qui vient, l'homme nouveau. Donc, à ce moment-là, sur le plan de la science cosmique, il n'y a pas de problème. L'homme ne pourra pas développer sur cette planète une science qui est cosmique, c'est-à-dire une science qui lui donne le pouvoir de voyager dans le temps, se déplacer d'une planète à travers la galaxie dans une période de temps très court, parce que le temps n'est pas venu pour ça, parce que l'homme possède encore trop d'émotions dans le mental. Autrement dit, il est encore trop subjectif dans sa science. Et la science étant subjective, elle doit se corriger graduellement. Et si elle ne se corrige pas, mais elle crée d'affreux désastres. Et ces désastres font partie du karma de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils font partie de ce que l'homme doit vivre pour apprendre à reconnaître la polarité dans ses émotions et dans ses pensées qui crée d'une façon probable le désastre sur sa planète. Jusqu'au jour où l'homme sera suffisamment conscientisé, où il y aura des hommes sur la Terre suffisamment conscients pour pouvoir utiliser tous les outils de leur conscience pour permettre que les scientifiques qui sont inconscients, qui travaillent dans des organisations mondiales, puissent être mis en contact avec cette science, mais sous le contrôle d'une conscience qui est cosmique, c'est-à-dire sous le contrôle d'un gouvernement invisible, c'est-à-dire gouvernement qui a la capacité de s'auto-générer, de s'auto-localiser contre tous les mécanismes techniques, mécaniques que nous avons aujourd'hui. Autrement dit, un gouvernement invisible est un gouvernement qui a la capacité sur le plan éthérique de se localiser dans une chaîne de montagnes, sous une mer, à l'abri de tout, parce qu'il a la capacité de créer autour de son espace matériel un vide, un vacuum éthérique qui empêche toute mécanisation de l'énergie de pénétrer jusqu'à lui. Et ce gouvernement invisible, il peut travailler pour l'évolution de l'homme, il peut travailler pour l'évolution de l'humanité sur une très, très longue échelle de temps. Il peut travailler avec des civilisations qui viennent d'autres espaces, qui peuvent pénétrer dans son éther, et à ce moment-là, aider l'homme à résoudre les problèmes qui, dans un certain cycle de karma, auront été extrêmement pénibles, comme le problème de la pollution, par exemple, ou le problème probablement des déchets atomiques s'il y avait débalancement dans ses forces, pour que ensuite l'homme puisse, sur le plan de son inconscience, sur le plan des nations, sur le plan des Nations Unies, travailler avec ses forces, mais d'une façon qui soit contrôlée créativement, par des intelligences, par des hommes intelligents qui ont le pouvoir de savoir que s'ils font un geste aujourd'hui, ce geste, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, sera égal en valeur créative qu'il l'est aujourd'hui. Et ça, c'est la nouvelle évolution. Il y aura donc, à un moment donné, dans l'évolution de l'homme, une catégorie d'hommes qui aura une conscience
à donner à la science. C'est juste. Ouais. Il y aura une catégorie d'hommes qui auront la capacité de donner à la science une conscience. Et cette catégorie d'hommes, naturellement, pourront donner à la science cette conscience parce que déjà, eux, posséderont ce que nous appelons un cerveau éthérique, c'est-à-dire qu'il y aura une connexion parfaite entre tous leurs neurones, tous les neurones de leur cerveau et cette énergie. Et cette connexion se fait graduellement, elle se fait selon les hommes, ils sont éparpillés un peu sur la Terre, et un jour, ils se rencontreront, ces hommes, et ces hommes, à cause de leur capacité de se dédoubler, de rematérialiser leur corps éthérique, pourront aller où ils voudront sur la planète, ils pourront rencontrer les hommes de science ou les hommes qui manipulent la finance, ils pourront parler avec ces hommes, mais parce qu'ils seront dans un état totalement non matériel, mais formé, opaque, capable de se livrer à l'investigation de l'œil et à se soustraire de l'investigation de l'œil à volonté, ces hommes pourront faire quelque chose pour la planète, pour l'évolution de la civilisation, qui soit très grand et qui fait partie des secrets de la nouvelle évolution. Mais supposons qu'un homme comme vous, par exemple, qui est à ce niveau mental supérieur ou supramental, supposons qu'un homme comme vous ait de l'information du plan éthérique, il ne peut pas l'utiliser? Non. Non, parce que si un homme, par exemple, qui a une connexion avec cette énergie, s'il va sur le plan éthérique, il y aura des limitations. On lui empêchera de s'approcher trop de la technologie. Par exemple, si vous allez sur le plan éthérique et que vous voyez, bon, par exemple, cette machinerie que je parlais, ou si vous voyez des automobiles de l'an 2050, 2070, ou si vous voyez des centres d'énergisation pour les nouveaux besoins de l'humanité future, au lieu que ce soit le pétrole, et ainsi de suite, à ce moment-là, on va vous permettre d'approcher peut-être à 5 pieds, 4 pieds de l'objet, selon votre taux vibratoire, selon votre conscience, selon ce que vous pouvez rapporter ou non, ainsi de suite. Il y a effectivement un contrôle absolu et vous pourrez peut-être vous rapprocher de 2 pieds. Et si vous vous rapprochez de 2 pieds, déjà, vous verrez l'objet, vous pourrez la regarder de près, mais vous ne pourrez pas ouvrir le capot, regarder dedans, vous ne pourrez pas la pénétrer, vous ne pourrez pas non plus vous instruire dans les laboratoires de ces plans qui ont construit sur le plan de la forme cet objet. Donc, il y aura des limites. Vous êtes exactement dans la même situation que si aujourd'hui vous allez dans un plan de recherche scientifique secret et qu'on vous dit, vous pouvez regarder d'ici, vous pouvez regarder de là, mais vous ne pouvez pas toucher à l'objet, vous ne pouvez pas vous rapprocher d'elle, vous ne pouvez pas prendre de photographies, ainsi de suite. Donc, l'homme aujourd'hui est à un stage où il est limité dans sa conversion de l'image mentale en réalité. Donc, il est limité sur le plan de la science parce que ce n'est pas le temps. Mais il y a des hommes sur la Terre aujourd'hui qui ont la capacité d'investiguer la science de demain, de la science qui va se développer sur une échelle de centaines d'années. Mais selon leur position hiérarchique dans cette énergie, dans ce gouvernement, ils ne peuvent pas approcher trop de cette science. Et lorsqu'ils reviennent dans leur corps matériel, ils sont obligés de laisser derrière eux la mémoire de cette technologie. Et comment se fait-il qu'il y ait, par exemple, des gens qui font la même découverte en même temps dans 2 points éloignés de la planète? C'est quoi ce phénomène? C'est simplement comment on dit en français, pour taquiner l'homme. L'aiguillonner. Ouais, l'aiguillonner, c'est pour faire réaliser à l'homme. Vous savez, les sphères sont subtiles. De l'esprit, je n'aime pas le mot esprit. Le mot esprit, c'est un mot qu'un jour on devrait éliminer de notre vocabulaire. Mais l'activité des intelligences sur les plans parallèles, elle est très subtile, parce que de l'intelligence, c'est subtil. L'homme n'est pas subtil, il est grossier parce que son intelligence n'est pas totale. Et si un homme découvre une loi et qu'un autre homme dans un certain endroit, dans un même temps, découvre une loi, on dit, voilà, il y a un phénomène de synchronicité. On peut simplement dire ça. Donc, on va dire, il y a un phénomène de synchronicité, on ne comprend pas trop pourquoi, mais dans le fond, c'est pour démontrer à l'homme, l'être humain, qui est encore en voie de développement d'une conscience expérimentale, autrement dit, qu'il y a encore quelque chose à apprendre des réalités des sphères en fonction ou en relation avec la sphère matérielle, le globe terrestre, que effectivement, derrière
le mur de l'espace et du temps, derrière le mur de ses sens, il y a de l'activité extrêmement importante qui se fait et que cette activité dirige l'évolution sur la Terre jusqu'à temps que l'homme puisse prendre en main sa propre évolution, où ces phénomènes existeront naturellement en plus grand nombre, mais où ça fera partie de la conscience normale de l'homme. Ça lui fait réaliser peut-être que ce n'est pas lui qui run le show, qu'il y a autre chose. Oui. Dans Ça, un sens. dans le cas présent, oui, et dans l'avenir, ce sera normal. Un homme qui, en tout cas, moi, je le vis dans ma vie, si je vais chez Eaton, je parle toujours de Eaton, si je vais dans un magasin, je vais en ville et que je rencontre une personne, et la personne me dit « Ah, j'ai pensé que je te rencontrerais. » Moi, ça ne me surprend pas. C'est normal. Mais pour lui, ça le surprend. S'il était suffisamment conscient, ça ne le surprendrait pas. Et s'il est très, très, très conscient, quand je suis chez moi, que lui est chez lui, il me dirait, bon, viens-t'en, on va se rencontrer à telle place et nous nous rencontrerions là. C'est une espèce de crédit télépathique. Oui, exactement. De ce genre-là. Oui. Mais l'homme, je comprends. Mais l'homme, c'est un être qui n'a pas encore goûté de lui-même. Il n'a pas encore goûté à sa réalité. Il a simplement goûté à une sorte de phénoménologie, à une sorte de paranormalité de temps à autre. Et il essaie de toutes les façons, avec son mental subjectif, avec ses yeux ou sa vision colorée, de jeter de la lumière là-dedans. Et ce n'est pas par son intellect qu'il jettera de la lumière dans ses mécanismes, c'est par sa lumière qu'il jettera de la couleur sur ses mécanismes. Pour revenir sur le plancher des vaches, comment se fait-il qu'on passe un tiers de notre vie quasiment à poser des gestes, à faire des actions, puis un autre tiers à les corriger? Parce qu'on est des vaches. Parce qu'on est des êtres qui n'avons pas encore suffisamment de conscience pour comprendre les lois de l'action. Nous vivons les lois de l'action en fonction de notre émotivité. Nous ne vivons pas les lois de l'action en fonction de notre vibration. On ne peut donc rien faire sans avoir toujours à revenir puis à corriger cette action-là dans le temps et encore Oui, et encore. et ceci nous donne de l'expérience, et ceci nous donne de la souffrance, ainsi de suite, et ceci fait partie des impressions qui sont accumulées dans ce que nous appelons la mémoire humaine, qui est dans le fond l'âme de l'âme. Et sur les autres plans, cette énergie, elle est récupérée pour perfectionner l'âme, ainsi de suite. Et ça dure pendant des millénaires. Mais ça prendrait quoi pour poser une action qui soit pure immédiatement, qui ne soit pas Ça dépend. corrigée? Pour poser une action qui soit pure dans les médias, il faut que l'action coïncide parfaitement avec la vibration. C'est-à-dire qu'il faut que l'action soit dans le temps de l'énergie. Si l'action, elle est dans le temps de l'énergie, elle est parfaite. Si l'action, elle est un peu en dehors du temps de l'énergie à cause de l'émotion, à cause de l'impatience de l'homme, à cause du mental de l'homme, à cause de la personnalité de l'homme, ainsi de suite, qui veut que l'action soit mise à point avant le temps, à ce moment-là, il y a interférence et les systèmes planétaires entrent en jeu et automatiquement créent dans cette action une dissonance. Et cette dissonance, elle est vécue sur le plan de la vie comme une erreur, elle est vécue comme un accident, elle est vécue comme ci ou elle est vécue comme ça. Mais si l'homme vivait son action dans le temps de l'énergie, à ce moment-là, il saurait qu'il ne doit pas poster la lettre aujourd'hui, il doit la poster mercredi à 3 heures. Et comment est-ce qu'il peut savoir quand est-ce que c'est le temps de l'action? Ça fait partie de sa conscience. Si l'homme est dans sa conscience peut facilement lui dire, non, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de placer la lettre. Tu la placeras la semaine prochaine à 12h30. Parce que le type qui va la recevoir, mardi à telle heure, il sera dans un bon mood. Tandis que si tu la places avant, tu vas peut-être... le type va recevoir la lettre dans un temps où il vient de perdre son enfant, il est malheureux, il ne peut pas mettre toute son énergie à ta lettre. Donc, la conscience, l'énergie, le double de l'homme, la partie cosmique de l'homme, c'est ceci, parce qu'elle est en dehors du temps psychologique de l'homme. Si l'homme est suffisamment ajusté à sa vibration, sans nécessairement être obligé de vivre le contact télépathique que très peu d'hommes vivent en relation avec cette énergie, mais simplement le contact vibratoire, à ce moment-là, l'homme s'aperçoit qu'effectivement, une action, ça se pose dans un certain temps et ça ne se pose pas dans un autre. Et si l'homme le pose dans un autre, il fait interférence avec l'énergie, donc il s'est sujeté aux lois planétaires, donc il vit une dissonance, donc ce que vous appelez une interférence, un malheur quelconque. La vie, qu'est-ce que c'est la vie? La vie,
c'est la parfaite organisation dans le cosmos de l'énergie utilisée par les sphères d'influence pour le bénéfice d'une sphère d'influence en relation avec des êtres qui évoluent sur cette sphère. Autrement dit, la vie, c'est une énergie dans le cosmos, utilisée par des sphères, autrement dit, des gouvernements invisibles, qui manipulent cette énergie, qui la dirigent vers une planète pour l'évolution d'un homme, ou de plusieurs hommes, ou d'une... Plus l'évolution de l'homme se fait, plus éventuellement ces hommes qui sont sur la planète en arrivent au stage de l'immortalité, c'est-à-dire au stage de la continuité de conscience, c'est-à-dire au stage où ils sont capables, à un certain moment de leur vie, de se séparer de leur corps matériel, d'utiliser leur nouveau véhicule de lumière et d'entrer en contact avec des intelligences qui font partie des sphères invisibles qui, dans le passé, organisaient la vie de l'homme. Alors ça revient à dire que l'action, elle est déjà programmée. L'action, elle est déjà programmée par les intelligences qui font partie de l'homme. Chaque homme possède une intelligence cosmique. Vous avez un double, moi j'ai un double, l'autre, tous les hommes ont un double. C'est ce double qui nourrit le matériel, l'astral, le mental. C'est ce double-là. Et ce double, c'est la partie cosmique de l'homme, c'est sa personnalité cosmique. Et un jour, il faut qu'il y ait fusion entre cette partie cosmique et la partie matérielle de l'homme, ou le psychisme de l'homme. Ça, c'est la nouvelle évolution, c'est ce qui va se produire. Donc, ce double, il évolue sur des sphères. Il n'est pas Shaitan. Il est dans des sphères, il a son propre monde, il est dans sa propre galaxie. L'univers cosmique, il est matériel, il est invisible. Nous sommes habitués à l'univers matériel parce que nous avons simplement des sens matériaux. Nous n'avons pas développé nos autres sens. Mais il y a des mondes qui sont parallèles. Et ces mondes parallèles sont les mondes qui, dans le fond, ont la fonction d'instruire à travers la manipulation de l'énergie qui fait partie de leur organisation ce qui est dans le matériel et qui doit être amené petit à petit à la lumière. Et c'est ça l'évolution. Donc, pendant des millénaires, l'homme a vécu une évolution qui est la descente dans la matière. Aujourd'hui, il est prêt, il a le corps mental développé. Et l'évolution le ramènera vers la lumière, le ramènera vers ces sphères qui, de tout temps, ont existé, mais qui, de tout temps, ont été considérées par les hommes comme des dieux qui influaient sur lui, mais sur lesquels il n'avait pas de contrôle. Tandis qu'avec l'évolution, ces sphères serviront à réabsorber l'homme, à réabsorber le double de l'homme, à retravailler avec l'homme, et l'homme vivra une continuité dans sa conscience. Et ces sphères sont puissantes parce que ce sont ces sphères qui sont créatives, ce sont ces sphères qui donnent au cosmos planétaire que nous connaissons, matériel, toute sa vitalité, sa forme, son organisation, sa synchronicité, sa chronologie, son événementiel. Il n'y a pas un événement sur une planète qui soit accidentel. C'est une illusion de l'ego. Où placez-vous le savoir-vivre maintenant? Je reviens un petit truc pour dire... Moi, je dis ceci aujourd'hui, bon. Mais ce que je dis, ça a toujours été dit. Si vous avez des hommes dans le passé qui ont dit, bon, ben écoutez, dans 200 ans, il va se produire telle chose, dans 300 ans, dans 4 semaines, nous savons, tous les hommes savent, autant dans le monde occidental que dans les pays sous-développés, qu'il y a effectivement de la voyance dans l'homme et qu'effectivement, nous avons des cas de voyance qui sont extrêmement précis. Pourquoi est-ce que si nous savons qu'il y a de la voyance dans l'homme, que des hommes, des femmes peuvent dire, bon ben, il va se produire telle chose à telle date. Et il y a des hommes qui ont cette faculté à un très haut niveau, à un très haut degré. Pourquoi ne sommes-nous pas suffisamment intelligents en tant que scientifiques, en tant que personnes qui vivons dans une société même scientifisée, pourquoi ne sommes pas suffisamment intelligents pour dire oui, effectivement, ça existe? Si le scientifique, le cartésien, le rationaliste était suffisamment épuré de son orgueil intellectuel et regardait dans le monde, dans tous les pays du monde, regardait dans les biographies de certains hommes, et voyait qu'effectivement de la voyance existe, que des événements sont prédits par des hommes parce qu'ils reçoivent de l'information, même s'ils sont inconscients de la source ou de la mécanicité de ce phénomène. À ce moment-là, déjà, la science pourrait s'ouvrir un petit peu plus. Mais ce qui se produit, c'est que souvent, comme aujourd'hui c'est le cas, il y a dans certains milieux scientifiques aux États-Unis, en Russie, des centres de recherche en parapsychologie. Laissez-moi vous dire que ces hommes qui travaillent dans ces milieux extrêmement restreints savent, sont conscients du phénomène parallèle. Et ils font une recherche
tue-tête aujourd'hui dans le domaine de la parapsychologie, alors que les autres scientifiques, qui font aussi partie du establishment scientifique, qui sont des hommes intelligents, mais qui vivent de la crainte de ce que leurs collègues dans les départements vont croire. Donc, ces hommes restreignent non pas l'évolution de la science, parce que l'évolution de la science, ce n'est pas dans leurs mains. Ce ne sont pas les petits scientifiques qui se cachent et qui se bornent qui font l'évolution de la science. Ce sont ceux qui ont réellement la capacité de dépasser les limites psychologiques du mémoriel humain et de voir qu'il y a effectivement, selon la preuve, selon la statistique dans le monde, de l'événementiel qui doit être réellement pris en considération parce qu'un jour, peut-être, ça peut être intégré dans notre science. Les Russes le font, les Américains le font, à Stanford on le fait, et dans nos universités, dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos familles, on se refuse de le croire. On le défait. C'est terrible. Autrement dit, si nous avons des doctorats, si nous sommes des hommes de science, si nous sommes des hommes qui sont intelligents parce qu'ils ont la capacité de bien utiliser leur mémoriel, ces hommes doivent aussi être suffisamment ouverts d'esprit pour voir qu'effectivement, la vie n'est pas finie, l'évolution de l'homme n'est pas finie, et que ce que nous avons retenu de l'histoire, sur le plan statistique, les Nostradames, les hommes qui ont été des grands voyants, comme il en existe aujourd'hui, que s'il y a quelque chose là, les hommes ne sont pas tous fous. On peut même rendre à César ce qui appartient à César si on regarde tout simplement au niveau d'un texte de la Bible. Dans l'Ecclésiaste, il est dit qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour la paix, un temps pour la guerre, un temps pour l'action, un temps pour le repos, etc. Puis c'est un texte qui va fondamentalement à l'encontre du libre arbitre en plein milieu de la Bible. Très juste. Très juste parce que en tout cas, je sais que les hommes que je connais qui se conscientisent aujourd'hui, leur plus grande souffrance, c'est le temps. Ils savent, ils ont la vision, ils comprennent, mais le temps, pour eux, c'est la souffrance. Et l'homme ne peut pas faire autrement parce que un homme conscient, en contradistinction avec un homme inconscient purement cartésien, c'est un homme qui est capable de travailler avec le temps. Vous vous imaginez ce qu'un homme peut faire s'il travaille avec le temps pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Mais pour travailler, pour se donner un plan de vie, une destinée d'action sur une base de 50 ans, 60 ans, il faut avoir une conscience. Il faut être en relation étroite avec sa conscience. Sinon, les fuses sautent. Sinon, les fusibles en nous ne peuvent pas tenir le coup parce que l'ego, lui, il est toujours... il veut aller vite, on veut corriger, papa. Il y a un temps pour chaque chose, et la Bible a raison, il y a un temps pour chaque chose. Et lorsque l'homme saura ceci, qu'il y a un temps pour chaque chose, mais le savoir, c'est le savoir. Quand je dis savoir, je sais ce que je veux dire. Savoir, c'est savoir. Ce n'est pas penser de savoir. Lorsque l'homme saura ceci, il vivra ceci. Et lorsqu'il vivra ceci, il prendra le temps qu'il a de besoin pour faire. Et à ce moment-là, il ne souffrira plus des conditions psychologiques planétaires de son ego. Et il fera de grandes choses dans le temps. Donc, il ne fera pas d'erreur. Il ne se mettra pas dans une situation dépourvue de sens parce que lui-même aura donné à cette situation un sens qui lui est simplement personnel et subjectif. Et c'est ça de l'intelligence. Ce n'est pas de la sagesse. La sagesse ne va pas si loin que ça. L'intelligence, oui. Parce que la sagesse, elle fait encore partie de l'ego. Tandis que l'intelligence, elle ne fait pas partie de l'ego. Elle passe à travers l'homme comme une énergie. L'homme devient un canal de cette énergie. Et avec le temps, il y a synthèse, fusion. Et un jour, l'homme, lorsqu'il sera suffisamment dans cette énergie, il fera le même phénomène que Ézéchiel a fait. Il se retirera de la terre dans un char de feu. Quelle importance accordez-vous au savoir-vivre? Savoir-vivre, c'est extrêmement important parce que savoir-vivre, ça veut dire être capable de bien vivre, être capable de bien faire vivre les autres, être capable de se comporter dans la vie avec un équilibre. Savoir-vivre, c'est avoir de l'équilibre dans la vie. Et ça touche tout, ceci. Ça touche être propre, ça touche être en santé, ça touche manger une nourriture saine, ça touche
avoir une maison propre, ça touche tout. Savoir vivre, ça fait partie de la conscience. Ça fait partie de la conscience. C'est intégral à la conscience. Parce que la conscience, quand elle se manifeste chez l'homme, elle ne peut pas faire autrement que de déployer à travers lui de l'équilibre, de la haute nature, de l'esthétique, de la beauté, de l'harmonie, l'absence de bruit, l'absence de ce qui détruit. La conscience, elle est créative. Elle est créative. Et elle est absolue, la conscience. Donc, lorsqu'elle est dans l'homme, c'est pour ça que je parle souvent du mental individualisé, parce que cette conscience, quand elle passe dans l'homme, à ce moment-là, il n'est plus influençable. Donc, si vous m'arrivez chez moi et vous me dites, écoutez, M. Bernard, j'ai un disque fameux. Je sais pas, moi, il y a des titres de musique aujourd'hui, là, des Animals, il y a toutes sortes de choses. Bon. Alors, vous m'arrivez et vous me dites, écoutez, M. Bernard, c'est au bout, c'est les Animals qui ont fait ça, faut que vous écoutez. Moi, je vais, comme je sais bien vivre, je vais vous dire, je vous remercie, je vais le mettre sur la table, je vous remercie. Mais je ne vais pas, ensuite vous allez partir, je vais vous laisser sur l'impression que j'ai écouté les Animals. Mais rendu à la maison, je vais le garder dans la filière. Parce que je ne voudrais pas, moi, écouter les Animals. Parce que pour moi, écouter les Animals, c'est trop dur sur mon oreille. C'est trop dur sur mes corps. Mais je respecte vous. Donc, je dis merci, monsieur, je ne sais pas comment vous appelez, monsieur comment? François. Monsieur François. Et je dis, monsieur François, merci, vous êtes très gentil. Donc, vous partez, vous m'avez fait un cadeau, vous avez essayé de me bien faire vivre, et moi, je m'assure de me bien faire vivre. Vous savez que si j'avais un esprit très cartésien, le fait que vous oubliez mon nom, très souvent, je penserais ou je ferais le rapport avec la maladie d'Alzheimer. Oui, très juste. Mais si vous regardez ça du point de vue de la conscience créative, elle est à l'œuvre dans l'homme. Moi, je sais votre nom, je le sais votre nom, mais si je suis coupé par mon énergie d'utiliser le mémoriel, ce n'est pas parce que votre nom n'est pas enregistré dans mon mental, c'est que l'énergie bloque le mémoriel. Si moi, parce que mon énergie créative bloque le mémoriel, je deviens toute croche, à ce moment-là, je ne suis pas conscient. Et si vous devenez croche, vous n'êtes pas conscient. Mais elle a servi, cette suspension de mon mémoriel, ça le fait rire la salle, ça crée une petite atmosphère de dégagement, ça fait chaleureux, et ça encore dégage la réalité de la conscience de l'homme. C'est que l'homme, quand il est dans l'alliance de son énergie avec son ego, son énergie créative, elle fait ce qu'elle doit, et elle fait toujours créativement ce qu'elle doit. Et si l'homme souffre, lui, subjectivement de ce qu'elle fait, c'est qu'il n'a pas la résistance de l'absorber, donc il n'a pas la résistance pour aller encore plus loin dans sa fusion avec elle. Et c'est ça le problème de l'homme. Dans la manifestation du savoir-faire, il y a aujourd'hui une nouvelle facette très récente qui est le faire savoir. Savoir-faire et faire savoir, c'est généralement la réussite pour les grands hommes d'affaires, les publicistes, etc. Vous-même, quelle est votre conception de la publicité ou du faire savoir? Je n'aime pas la publicité, non pas parce qu'elle n'est pas nécessaire, non pas parce qu'elle ne peut pas être bonne, mais parce que prenons mon cas. On va prendre mon cas, c'est mon cas. Moi, je viens dans un monde, dans un public qui a été pendant très longtemps utilisé par les pouvoirs. Soit les pouvoirs extérieurs ou les pouvoirs internes. Autrement dit, je sais très bien que l'homme a été manipulé pendant des siècles. Donc, je viens dans un public avec des données qui sont neuves, qui sont en dehors du mémoriel, et je m'avance lentement vers l'homme pour lui parler. Mais je ne peux pas demander à l'homme, qui suis-je, moi? Je ne peux pas demander à l'homme de me faire confiance. Je ne peux pas demander à l'homme de dire « Ah, Bernard de Montréal, il est vraiment bien. » L'homme, il a été vexé à tous les niveaux. Il a été vexé dans la spiritualité, il a été vexé dans la vie psychologique, il a été vexé dans l'éducation. L'homme a subi des contre-coups toute sa vie. Il a été déçu toute sa vie. L'homme, c'est l'histoire de la déception. Donc vient un bonhomme tel que moi dans un public et
Je ne peux pas dire à l'homme, je ne peux pas faire de la publicité et dire dans un journal, bon ben, Bernard de Montréal, il va parler à tel endroit. Parce que si je fais ceci, je demande à l'homme de prendre ou de donner à ma personne une valeur. Et je ne peux pas faire ça. Donc, je suis obligé de travailler ou de m'amener vers l'homme par des voies indirectes, du bouche à oreille, lentement, avec le temps. Je dois donner à l'homme de l'espace, je dois donner à la civilisation du temps pour absorber ce que j'ai à dire. Et ce que j'ai à dire, je n'ai pas encore commencé à le faire. Donc, je dois donner à l'homme énormément de temps pour pouvoir s'habituer à une nouvelle conscience, à une nouvelle vision des choses, à une nouvelle façon d'expliquer, à une nouvelle façon de parler, à une nouvelle façon de mettre en perspective ce que nous appelons le mémoriel, c'est-à-dire tout ce que nous savons. Donc, je dois respecter l'homme et je ne peux pas faire de la publicité. D'ailleurs, ce ne serait pas bon parce que si je faisais de la publicité, je me brûlerais. Moi, j'ai tant de jours, tant de minutes, tant d'heures par jour à vivre, j'ai tant de jours dans une année à vivre, je dois vivre ma vie personnelle, j'ai des choses personnelles à faire, je dois écrire, je dois ça. Et aujourd'hui, regardez mon horaire. Je fais des conférences, je fais des séminaires, je fais de la télévision, je suis comme une queue de veau, je contrôle la queue de veau. Mais viendra un moment dans les mois qui viennent où je voudrais lentement commencer à prendre du recul pour faire autre chose. Si je fais de la télévision, si je fais de la comment vous appelez, de la publicité, ce serait pas intelligent. Je me créerais des demandes et je peux pas faire ça. Donc, on ne peut pas annoncer que vous êtes en conférence au Cégep de Maisonneuve à tous les mois. On ne peut pas le faire, ça. On le fera pas, alors. Si vous l'annoncez dans une salle. Mais si vous l'annoncez dans un public où il faut que ce soit intelligent, il faut pas. Moi, je ne suis pas un produit. Je me produis moi-même. Vous comprenez? Je ne suis pas un produit. Je me produis moi-même. Donc, moi, je n'ai qu'à parler. Je n'ai simplement qu'à parler. Donc, si je me produis moi-même et que je ne suis pas un produit, à ce moment-là, moi, je ne suis pas toujours au courant de ce qui se passe autour de moi, mais s'il y a des gens qui se servent de ma personne, de ma personnalité publique, dans un public québécois qui est très vaste, et qu'on utilise ma personne sur le plan de la publicité d'une façon qui n'est pas intelligente, c'est moi qui vais en souffrir. Parce que c'est moi qui vais être obligé de remplir cette forme énorme. Et ce n'est pas intelligent, ce n'est pas créatif, ce n'est pas... Donc vous avez un contrôle ou une mesure du rythme de votre action. Voilà. Il y a quelque chose d'important là, certainement au niveau de l'énergie à contenir. Très juste. Très juste. C'est pour ça, souvent on me dit, mais pourquoi vous ne parlez pas de ceci en public? Pourquoi vous ne parlez pas de cela? Je ne peux pas parce que si je parle trop, si je vais trop loin, trop vite, je crée trop d'énergie. Si je crée trop d'énergie, il faut qu'elle soit absorbée, cette énergie-là. Je ne peux pas être dans un public, et moi je le sais parce que j'ai le pouvoir de créer ce que vous pourriez appeler une psychose collective. Je l'ai le pouvoir parce que j'ai le pouvoir de transmuter le mémoriel humain. J'ai la capacité de parler de tout, autant de la science que de la philosophie, que de la métaphysique. Je peux parler de n'importe quoi. Donc, si je parle de n'importe quoi en dehors des limites psychologiques du mémoriel humain, je crée tellement d'énergie dans un public que ce public-là, il n'a pas le temps de récupérer et c'est pas bon. Ce ne serait pas intelligent. Et c'est là que je suis contrôlé. Mon énergie me contrôle. C'est pour ça que j'ai souffert pendant 15 ans la fusion, pour que chaque mot qui sort de ma bouche soit toujours un mot qui possède une résonance, qui sert créativement à amener une énergie dans le monde, mais non pas un mot qui sert subjectivement et psychologiquement à donner à l'homme l'impression de ce que je dis. Parce que ce n'est jamais ce que je dis qui compte, c'est ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, ça fait partie du mouvement de l'énergie à travers la forme. Nous sommes habitués sur le plan psychologique, surtout les cartésiens, à prendre la forme pour ce qu'elle représente. Et nous verrons demain que dans le domaine du savoir, dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine de la science, nous sommes obligés de prendre la forme à un autre niveau.
Moi, je sais très bien, je pourrais aujourd'hui, par exemple, faire une analyse de l'équation einsteinienne. Je serais capable de parler de l'énergie, de la masse, de la lumière, et je serais capable aussi de transformer totalement cette équation pour lui donner une nouvelle vibration, c'est-à-dire une nouvelle résonance qui permettrait à l'homme, aux scientifiques suffisamment sensibles, pour concevoir finalement que la lumière ne commence pas dans l'espace. Et un scientifique qui prend ses comment vous appelez? Ses télescopes, qui prend sa machinerie et qui regarde dans l'espace, pour lui, la lumière, elle vient dans l'espace. Et un jour, l'homme réalisera que la lumière ne vient pas de l'espace, que ce que nous venons de l'espace n'est que l'échange vibratoire entre différentes couches de conscience atomique qui fait partie de l'espace, que nous appelons l'espace interplanétaire, qui est un espace suffisamment de vacuum, et c'est le fait de l'échange constante de la vibration à travers les différentes strates d'énergie éthérique de la conscience atomique de ces espaces vides qui crée le mouvement de la lumière. Le mouvement de la lumière ne vient pas de l'espace. Ceci est une formulation d'optique astralisée par le système nerveux de l'homme pour lui donner, sur le plan de l'ego, la conscience d'être dans un univers infini. Alors E égale MC 5 une autre fois. pour la 5e dimension. Je ne veux pas parler de ceci. Mais dans son application pratique au niveau du contrôle de l'énergie pour poser une action, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil au niveau de la personne qui commence à se conscientiser pour ne pas avoir à corriger son action? Vous avez parlé du temps déjà, la notion du temps. Maintenant, ce temps-là, on doit le ressentir, d'après vous, intuitivement? Est-ce qu'on a une indication de savoir quand est-ce que c'est le moment, le temps, quelqu'un qui n'a pas un contact télépathique? Dans son action, l'homme ne doit pas se presser. Il doit développer une sorte de patience, une sorte de sensibilité au temps. De la patience et de la sensibilité au temps. De la patience. Et l'homme est poussé. Il est poussé par sa conscience astrale, c'est-à-dire par sa conscience animale. Il est poussé par ses émotions. Il est poussé par ce qui est intestinal à faire une action avant le temps. C'est pour ça qu'il perd. Nous avons, les hommes, à cause de notre manque de conscience, nous avons nous souffrons de l'incapacité de réaliser et de savoir que tout ce qui nous est dû doit venir. Tout ce qui nous est dû, ça c'est un aspect. Et de l'autre côté, nous sommes incapables de réaliser que nous avons une volonté et une intelligence créative qui est capable de nous amener et de nous rendre dans ce qui nous est dû. Autrement dit, la vie, c'est comme des probabilités. C'est comme si vous diriez, il y a des probabilités, mais les probabilités sont toujours en fonction de notre impuissance. Moins il y a d'impuissance dans l'homme, plus les probabilités s'éliminent, plus la vie devient présente dans l'homme. Les initiés l'ont toujours su, ceci. Si nous sommes inconscients, d'accord, la vie, elle est encadrée dans des probabilités. Plus nous devenons conscients, moins il y a de probabilités dans notre vie, plus notre vie devient certaine, c'est-à-dire plus nous entrons dans la destinée de l'action, plus nous sommes capables de travailler avec le temps. Il y a des actions que vous pouvez commettre demain que vous ne pouvez pas commettre aujourd'hui. Il y a des choses que je peux dire dans 5 ans, que je peux faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que je ne peux pas faire aujourd'hui. Donc, si je travaille avec les forces de la vie à travers ma propre conscience et que ces forces sont suffisamment présentes et intégrées à l'ego, c'est évident que moi, en tant qu'homme, en tant qu'ego, en tant que personne humaine, je ne peux pas aller contre les lois de cette énergie. Je suis pas capable à cause de la fusion. Mais l'homme, lui, il reçoit un peu de cette énergie, elle est astralisée dans sa conscience et il fait avec cette énergie des choses qui ne devraient pas être faites. Et il les fait parce qu'il possède un corps de désir, il possède de l'émotion dans son mental. C'est ça le corps de désir, c'est l'émotion dans le mental. L'homme ne fait pas des choses en fonction de son intelligence et de sa volonté. Il fait des choses en fonction de son intellect et de ses émotions. Les Américains disent sois sûr d'être sûr et après vas-y, passe à l'action. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, c'est bien ça.
Être sûr d'être sûr. Mais vous savez Ouais. qu'est-ce que ça implique, être sûr d'être sûr? Si vous êtes sûr d'être sûr de... Si vous mettez engageur 10 cents sur une table de poker, vous pouvez vous permettre d'être sûr de gagner. Et si vous perdez, vous allez dire, ah ben, je pensais que j'étais sûr d'être sûr, mais plus tard. Mais si vous mettez 1 million sur la table de poker, vous êtes mieux d'être sûr. C'est ça. Il y a Et quelqu'un si qui vous l'a êtes sûr vérifié. d'être sûr, comme moi, si je ne gamble pas, mais si je faisais ceci, je serais sûr d'être sûr. À ce moment-là, je gagnerais. Je mettrais 1 million, je mettrais 5 millions sur la table, je gagnerais. Mais je ne peux pas le faire parce que c'est pas le temps de le faire. C'est la vibration, il faut qu'elle passe. Il y a quelqu'un qui vient de le vérifier récemment. Il a gagné un premier million en étant sûr d'être sûr. Et puis la ensuite, il a deuxième fois, perdu. il l'a remis, Oui, il a perdu. effectivement. Mais t'es sûr d'être sûr aussi. Alors, les probabilités, c'est quoi pour vous, la loi de probabilité? Les lois de probabilité sont des lois de l'âme. Ce sont des lois de l'âme, ce sont des lois expérimentales qui ont la fonction de démontrer à l'homme, de par son impuissance, qu'il possède une conscience assujettie à un monde. Et là, selon sa domination, sa religion, sa philosophie, mais à un monde plus puissant que lui. Ceci fait partie de l'évolution. Dans l'évolution, les lois de la probabilité n'existeront plus pour l'homme et à cause de ceci, l'homme aura accès à sa destinée. Il aura accès à son avenir. L'homme pourra dire, dans 20 ans, je ferai telle chose, tel jour, telle heure, telle date. Mais pour que l'homme puisse en arriver à créer sa vie, à programmer sa vie, au lieu que sa vie soit programmée par les forces de l'âme, les forces astrales, pendant le cycle de l'évolution, il faut qu'il soit en connexion avec sa propre énergie. Il faut qu'il soit lié avec sa lumière. Il faut qu'il soit dans sa lumière. C'est ça la nouvelle évolution. Alors, ces forces enfin, les lois de probabilité, c'est donc tout ce qu'on ne connaît pas par définition. Les lois de probabilité sont l'expression dans le monde de l'homme d'une vitalité qui est planétaire, qui n'est pas sous son contrôle, qui fait partie de son expérience, qui fait partie du besoin du développement de certaines expressions pour la construction d'un mémoriel qui devient finalement tout le matériel utilisé sur le plan de l'esprit pour la construction des modèles d'évolution future. Parce que l'âme de l'homme, elle est utilisée dans les sphères comme on utilise, par exemple, dans l'électronique, une mémoire électronique. Donc, l'âme de l'homme, quand l'homme meurt, il retourne sur les plans et les mémoires, sa mémoire, elle est utilisée et on composera avec cette mémoire un nouveau corps mental, un nouveau corps astral, un nouveau corps matériel, un nouveau corps vital et on le projettera dans un certain temps lorsqu'il lui sera permis de s'intégrer ou de s'incarner dans une civilisation quelconque, que ce soit ici ou ailleurs. On lui aura façonné un nouveau système, un nouveau corps psychique, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas ça, l'homme. C'est pas ça, l'homme. L'homme, c'est la partie en arrière de ceci. C'est la partie invisible de ceci. C'est ce que j'appelle le double. Ça, c'est l'homme. Mais ça, c'est l'homme de lumière. C'est l'homme lumière. Ces deux aspects, le matériel et la lumière, s'unissent ensemble avec l'évolution et créent ce qu'on appelle le surhomme, l'homme de la nouvelle race racine, l'homme de l'évolution, et ainsi de suite. Est-ce qu'il ne reste pas un danger dans le fait de ce que vous révélez au niveau de votre savoir, que ce soit récupéré, ce savoir pur, soit récupéré par ma mémoire et que ça devienne un savoir mémoriel? Oui, mais éventuellement, ce savoir, si l'homme évolue, éventuellement, il mettra de côté le savoir mémoriel parce qu'il saura lui-même ce que moi je sais. Parce que tous les hommes savent. Ça fait partie de la lumière de l'homme. C'est universel, la lumière de l'homme. Un homme ne possède pas le savoir. Tous les hommes possèdent le savoir, mais ils n'y ont pas tous accès. Parce qu'ils sont trop dans le mémoriel. Donc, ça bloque le savoir. Bien, merci beaucoup, Bernard de Montréal. La deuxième partie est donc disponible maintenant de cette conférence. On vous donne rendez-vous aussi au 15 mars prochain ici même. Et je vous rappelle que pour sortir, c'est des deux côtés de la scène. Merci beaucoup de votre attention. Au mois prochain.